Mesdames et messieurs, nous sommes à nouveau jeudi pour un autre rendez-vous d'analyse de l'actualité. Et parlant d'actualité, depuis ce mercredi, une des décisions prises par le gouvernement Talon a retenu l'attention. La nomination de l'ancien bâtonnier Jacques Mégan. Enfin, on dit beaucoup de personnes au Bénin qui attendaient cela au regard de l'activisme, de l'hyperactivisme de l'avocat depuis 2016 à défendre le gouvernement de la rupture. Sauf que très peu se demandent à quelle fonction il est nommé actuellement. Haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin. Nous allons voir à quoi est-ce que cela répond et à quoi est-ce que cela ressemble. Surtout que des questions fusent déjà sur le profil de l'homme et son expérience à lutter contre la corruption au Bénin. On fera donc les discussions avec notre analyste politique, Anissé Carlos Souké. Anissé Carlos Souké, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour. À côté de ce principal sujet, on va évoquer deux autres. D'abord, l'ouverture annoncée des nouveaux marchés construits un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Celui de Bégamé est prévu pour s'ouvrir le samedi prochain. On verra les conditions dans lesquelles cela va s'opérer. Et puis l'entrevue entre les anciens présidents Soglo et Yayi qui ont discuté récemment à Printemps au sujet de la situation entre le Bénin et le Niger. Qu'est-ce qu'on peut retenir et quelle pourrait être leur influence à changer le cours des choses actuelles entre les deux pays? On va l'évoquer. Mais commençons déjà par le principal sujet que j'ai annoncé tout à l'heure, la nomination de l'ancien bâtonnier Jacques Mégan. On va dire la récompense, non, Anissé Carlos Souké? Oui, on pourrait dire la récompense parce que effectivement, comme vous l'aviez annoncé, Maître Mégan s'est distingué ces dernières années par un activisme, un hyperactivisme même, en soutien à la rupture et tout le monde se demandait à quel moment il sera casé. Et donc oui, c'est vraiment un peu comme un acte de récompense. Mais quand on voit un peu, je dois dire le poste auquel on l'a nommé, cela appelle quand même quelques réflexions qu'on pourrait faire autour de trois axes, notamment d'abord le contenu même de la mission à laquelle on l'assigne, surtout l'état des lieux de la corruption au Bénin et à la fin on verra si son profil répond un peu à cela. Commençons déjà par le contenu. Au commissaire à la prévention de la corruption, on dirait un gros jargon pour évoquer une réalité aussi simple, la lutte contre la corruption. Oui, effectivement, mais au regard de la loi et quand on regarde un peu le libellé de la loi 2020-09 du 23 avril 2020 qui crée et qui organise le fonctionnement de ce commissariat, c'est une véritable institution. C'est une institution qui est dotée d'une certaine autonomie financière, qui est indépendante de toute autorité, qui prend toutes mesures et toutes dispositions pour que la lutte contre la corruption soit une réalité et que la prévention soit également une réalité. Les attributions du haut-commissaire sont effectivement très importantes et si cette institution a été voulue avec des prérogatives aussi importantes, c'est parce que par le passé, nous avons eu des institutions qui, peu ou prou, avec des blocages par rapport aux instances judiciaires, n'avaient pas de pouvoir de décision, n'avaient pas de pouvoir pour agir effectivement par rapport à un certain nombre de situations. Et je crois que cette loi est venue corriger tout ça. Le haut-commissaire que nous avons aujourd'hui a effectivement les pouvoirs pour intervenir sur le plan judiciaire, pour intervenir sur le plan des institutions et surtout a l'obligation de produire un rapport annuel qui aide à voir un peu comment la lutte contre la corruption évolue dans notre pays. Oui, mais sur peut-être la courbe, mais pas prévenir, parce que c'est surtout cela qui a retenu l'attention dans je dois dire, le libellé du poste. Comment prévient-on la corruption? C'est toute la problématique
c'est toute la difficulté à lutter contre la corruption. Parce que si nous savions ce qu'il fallait faire pour prévenir la corruption, je crois qu'il y a longtemps que nous aurions avancé de manière significative dans, non pas l'éradication totale, mais au moins dans la diminution significative des problèmes que nous avons avec la corruption dans notre pays. Parce qu'au regard de la marche de notre République, tous les présidents qui ont dirigé le Bénin ont d'une façon ou d'une autre trouvé le moyen de lutter à leur façon contre la corruption. Et ça n'a pas toujours été une réussite, d'autant qu'aujourd'hui, il a fallu prendre des mesures drastiques, créer la criette, il a fallu envoyer les dossiers au procureur de la criette par dizaines pour que des gens soient emprisonnés. Il y a eu la grosse frayeur que nous avions eu au départ parce que la criette faisait peur. La peur en question a commencé par se dissiper, comme cela s'est passé au cours de toutes les dernières années qui ont précédé celle de la rupture. Et donc, la prévention doit s'accentuer peut-être sur on va dire, la jeunesse, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas encore été complètement dépravés et qui peut-être à l'école ou dans le cadre de sensibilisation auront à apprendre des notions, à donner de l'importance à ce qui appartient à tout le monde, à respecter le bien public, parce que sinon, au-delà, je pense que on va essayer de continuer de réprimer vaille que vaille, mais au regard, comme je vous dis, de l'histoire de la corruption, la rupture fait ce qu'elle peut, mais quand on fait un recours à l'histoire de la lutte contre la corruption dans notre pays, il y a des décisions très significatives de cette nature-là qui n'ont pas porté de fruits. C'est-à-dire, quand je vous écoute, on veut arracher Jacques Mégan, je dois dire, aux tribunaux, aux cours, etc., pour l'envoyer dans les cours primaires et les classes pour aller apprendre aux enfants comment est-ce qu'il ne faut pas regarder comment les grandes personnes volent, c'est ça? Non, mais les attributions de son institution sont bien au-delà de ça. Moi, j'estime simplement que pour faire de la véritable prévention aujourd'hui, il faut s'adresser aux enfants. Parce que les adultes, c'est perdu. Sauf que, de mon point de vue, quand on se réfère aux années 90, les efforts Soglo a trouvé le concept de rendre gorge, de faire rendre gorge, avec le célèbre dossier de Marabout Cissé, qui a été son action phare dans ce domaine, et qui, en réalité, n'a pas été complètement satisfaisante du point de vue de l'efficacité de l'action. Parce qu'on a été obligé de faire un procès un peu, comment on va dire, en faisant attention à ne pas blesser trop de gens. Vous voyez? Donc, on sortait d'un régime militaro-marxiste, il fallait faire rendre gorge effectivement, mais il ne fallait pas non plus réveiller les chats qui dorment. Et ça a fait que le procès était un peu plus folklorique qu'efficace. Au demeurant, en dehors de ce procès, il n'y a pas eu d'autres actions significatives. Et quand le président Créco est arrivé en 1996, on se rappelle bien que la cellule de moralisation a été installée tout de suite à la suite d'un forum sur l'état de l'économie de la nation. Et c'est cette cellule, en réalité, qui a commencé par innover dans ce domaine. En fouillant dans les poches des fonctionnaires en pleine rue, avec des caméras et autres. Mais vous savez, en réalité, le président Kérékou est celui, me semble-t-il, qui... Non, enfin, il est celui, pas me semble-t-il, il est celui qui, du point de vue de la recherche des moyens, de la recherche de tout moyen pour essayer de venir à bout de ce mal rampant, a utilisé toutes les astuces. Sous la Révolution, on a radié des gens pour 200 francs. C'est-à-dire qu'il y a des agents de forces de sécurité publique qui ont été radiés juste pour avoir été convaincus d'avoir racketté 200 francs. 200 francs. Vous voyez à quel point le président Kérékou est allé loin. Donc, lorsque la cellule de moralisation a été créée, et à la suite d'ailleurs de commissions, vous savez, pour noyer les dossiers dans notre pays,
vers la fin du régime révolutionnaire, on avait trouvé le moyen des commissions. Les commissions qu'on créait, la plus célèbre était la commission Kwapassou, qu'on créait par quinzaine tous les mois, et qui était envoyé dans tous les services de l'administration pour aller enquêter sur tel ou tel individu. Ces rapports-là, on ne les voyait jamais. Le conseil des ministres qui faisait trembler tout le monde donnait le compte-rendu du rapport parfois, et puis bon, après le compte-rendu, généralement il n'y avait pas grand-chose. Donc, Madame Anne Adjaï Sika, paix à son âme, Sika Adjaï, paix à son âme, qui a dirigé la série de démolition de la vie publique, est allée tellement loin dans la recherche, parce qu'elle était entourée de personnalités comme Roger Gbayonvi et autres. Elle est allée jusqu'à la prévention aussi. On se rappelle qu'à l'époque, elle avait édité des manuels même, pour que les Béninois puissent avoir conscience du mal que constituait la corruption et des efforts que nous devions nécessairement faire pour que nous puissions diminuer les ravages de la corruption. Ça n'a pas véritablement prospéré, puisque nous savons tous que c'est avec de nombreux dossiers que ce régime a achevé ses mandats. Donc, Boni Yayi arrive et décide de faire une grosse marche pour la corruption, pour frapper les esprits, parce que pour lui c'était une question d'honneur de lutter contre la corruption. Et je n'ai pas le sentiment qu'après ça, le Bénin ait été un pays où cette lutte a été véritablement remarquée comme étant un succès. Au contraire, il y a eu tellement d'affaires qu'on s'est demandé si c'était utile de faire tout ça. Et voilà que le président Talon arrive, crée la criette, commence par envoyer les citoyens devant cette juridiction spéciale pour répondre de leur forfait. Mais ce que j'observe, c'est que, bon, passé les premières années où la criette a été une véritable épouvantail, nous sommes retombés pratiquement dans la situation d'un pays en proie à la corruption. Et je pense que le fait de réveiller aujourd'hui cette structure, de pourvoir cette structure aujourd'hui et de l'activer, montre bien que le président Talon remarque lui-même que quelque part la lutte qu'il a essayé de mener jusqu'à présent n'est pas si efficiente que ça. On a l'impression que c'est du jonglage depuis le début, parce que depuis la Révolution jusqu'à Patrice Talon aujourd'hui, les résultats restent mitigés. On n'a pas l'impression qu'on a une solution efficace et définitive pour répondre face à ce mal lampant. Il n'y a pas de solution définitive pour la simple raison que les citoyens ne sont pas prêts à accompagner l'État dans cette lutte. Nous sommes tous dans une grosse hypocrisie. C'est-à-dire que quand nous parlons de corruption, nous sommes indignés d'apprendre que quelqu'un a ramassé des milliards à lui tout seul, que quelqu'un a pris l'argent qui était destiné à donner de l'eau à nos concitoyens. Ça nous indigne. Mais personne n'a envie de voir ces compatriotes-là en prison pour ce qu'ils font. Et personne n'a envie qu'on prenne des mesures qui nous empêchent de continuer de voler l'État. Voyez bien à quel point ça grogne au sein de l'opinion. Ça grogne beaucoup au sein de l'opinion, parce que l'argent de la corruption ne circule plus et que nous sommes inconsolables. Tout le monde, pratiquement aujourd'hui, prie pour que Patrice Talon dégage le plancher et que nous puissions retomber tranquillement dans notre bonne vieille habitude de corruption généralisée. Et c'est ça qui aujourd'hui doit préoccuper le gouvernement, parce que si les mesures idoines ne sont pas prises, eh bien, la rupture fera ce qu'elle fera, mais juste après la rupture, eh bien, on retombera dans les travers d'hier. Et c'est en cela que le Haut Commissariat qui vient d'être installé a une mission très particulière. Alors vous avez évoqué la loi qui installe justement ce commissariat, les moyens disponibles, etc. On va commencer à éditer des manuels, on va commencer à... Sur quel élément ça pourrait surfer véritablement pour faire changer quelque chose? Déjà, il y a des textes. Il y a des textes qu'il faut bien respecter, parce qu'au sein de nos institutions, il y en a beaucoup qui n'ont pas de manuel de procédure. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de structure de contrôle. Tout ça fait partie des attributions du haut commissaire, qui doit veiller véritablement à ce que,
les niveaux, il y ait suffisamment de contrôle pour que n'importe qui ne se retrouve avec 2 milliards ou avec 3 milliards qu'il est susceptible de détourner tranquillement tout seul sans que rien auparavant ne l'ait empêché de le faire. Ce sont ces choses-là que je pense que le haut-commissaire doit d'abord penser à faire en urgence, parce que la prévention en réalité ne vient que un peu comme une seconde priorité. Parce que là, tout de suite, il faut que nous fassions en sorte que les affaires de l'État soient mieux gérées, que les biens communs que nous avons soient bien gérés et que ceux qui, d'une façon ou d'une autre, tombent dans des... sont en délicatesse avec la loi, soient véritablement sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a une faiblesse dans le contrôle des structures qui manipulent l'argent public. Nous avons l'inspection générale de l'État, dont le patron, c'est bien ça, l'inspection générale de l'État, oui, dont le patron est en situation un peu délicate, enfin, ou délicate si vous voulez, avec le président de la République, au regard de l'actualité politique que nous avons suivie il n'y a pas si longtemps. Alors, j'ai l'impression que cette inspection n'est plus tout à fait efficace et qu'aujourd'hui, le président trouve le moyen de pallier aux insuffisances que l'on remarque par rapport à cette défaillance. Le pouvoir de décision, de poursuite aussi peuvent être un élément qui crédibilise et qui actionne l'efficacité de cette structure. S'il faut seulement faire que de la sensibilisation, s'il ne faut peut-être pas poursuivre, avoir le pouvoir d'engager des actions et surtout de mobiliser à la fois les ressources financières, les ressources humaines pour poursuivre un dossier, ça va être de la peine perdue, non? Oui, mais au regard des attributions de ce haut-commissariat et au regard du fait que le président Patrice Talon a une idée très claire de ce qu'il veut faire par rapport à cette institution et à ses objectifs qu'il connaît, je pense qu'il y a lieu de penser que cette institution aura véritablement la main libre pour faire le travail pour lequel elle a été créée. Parce que quand on lit ses attributions, elle a effectivement beaucoup de pouvoirs. Elle a des pouvoirs pour poursuivre, elle a des pouvoirs pour créer et vulgariser toutes sortes de documents. Elle a l'obligation d'obliger à ce que les textes soient respectés. Et je pense que c'est une grande diversité d'attributions que ce commissariat a, et il faudrait véritablement que ça soit structuré de façon à ce que ces attributions puissent effectivement avoir un contenu. Parce que sinon, bon, on peut avoir une grosse caisse dans laquelle il n'y a pas un contenu. Est-ce que ce n'est pas une institution de plus, un organisme de plus, un organe de plus, parce qu'on a fait quand même des conseils des ministres qui n'ont pas eu besoin, ma foi, de cette structure pour envoyer quelques instituteurs ayant mal géré les kilos de riz et de haricots, aller répondre de leurs actes. On n'a pas eu besoin de cet organe pour créer la criette qui a quand même eu quelques résultats. On a suivi le bilan fait en 2023. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on accumule un peu les organismes, qu'on accumule les structures pour un mal qu'on a du mal à cerner? C'est un mal qui est aussi vieux que le monde. Et donc, on ne peut pas en venir à bout du jour au lendemain, ça c'est très clair. Mais je pense que la peur du gendarme étant le commencement de la sagesse, si cette institution-là s'inscrit dans un véritable combat contre la mauvaise gestion, et que partout on a le sentiment qu'on l'a sur le dos, je pense que ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Et je pense que le président de la République, en créant ce haut-commissariat, il ne faut pas oublier qu'il avait auparavant supprimé l'OLC, que nous avions, l'observatoire que nous avions avant son arrivée au pouvoir, il l'a supprimé parce que... Jacques Papierre... Non, justement, parce que l'OLC n'avait pas les attributions que devrait avoir une institution de cette nature-là pour lutter efficacement contre la corruption. Et je pense qu'aujourd'hui,
au regard en tout cas de la loi, le Haut Commissariat a des pouvoirs qui lui permettent effectivement d'obtenir des résultats si toutefois comment on va dire, le patron de l'institution décide véritablement de laisser des traces dans l'histoire. Est-ce qu'on n'aura pas assisté à des structures qui marchent sur les plates-bandes d'autres structures? On a parlé de l'inspection de l'État, on a parlé quand même de la BEF qui existe aussi, qui fait un travail dans ce sens. On a la Criette qui est là, on a bien les tribunaux et cours qui sont là aussi pour punir des écarts, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas l'impression que certains travaillent à la place d'autres et que d'autres sont là et qui s'élèvent parce que justement on est en train de marcher sur le plate-bande? Non, le Haut Commissariat est en principe une structure fêtière qui travaille avec tout le monde, avec la police, avec la justice, avec l'administration, et donc oui, il ne peut pas y avoir conflit d'attribution. Quand il a un dossier, il va voir qui? L'OPJ ou il va voir le procureur directement? Comment il s'arrange? Il voit certainement la personne qui est la plus indiquée pour gérer le dossier, parce que c'est une institution qui a une mission transversale. Et donc, toutes les institutions doivent, en théorie, collaborer avec cette institution-là, puisque la loi lui donne de véritables pouvoirs pour actionner des mécanismes et faire aboutir des poursuites. L'autosaisine? Autosaisine, oui. Il y a autosaisine aussi, pour s'autosaisir des dossiers et faire aboutir des poursuites, ce qui n'était pas le cas des institutions que nous avions jusqu'à présent dans le cadre de la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on n'aurait pas dû privilégier, comme d'ailleurs Patrice Talon l'a bien commencé, privilégier surtout la sanction que la prévention? On a parlé du caractère très mauvais de la corruption à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont donc mêlés à des affaires louches. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a appris que détourner c'est mauvais. Les gens qui ont grandi avec, je dois dire, de beaux programmes, en tout cas à l'école, qui ont été rigoureux avec la morale, à qui on a enseigné les bonnes habitudes, qui ont même fait des écoles en fréquentant soit des séminaires, en fréquentant des écoles de confession religieuse où on apprend la morale et toute la rigueur qu'il faut. Ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont quand même ces écarts-là avec, je dois dire, la chose publique. Est-ce que la priorité, comme l'a commencé Patrice Talon, ce n'est pas d'abord de sanctionner aujourd'hui que de prévenir? Mais les sanctions sont déjà en cours. Aujourd'hui, nous avons déjà tout un aéropage de structures qui travaillent à ce que la répression contre la corruption soit une réalité. C'est incontestable. Aujourd'hui, quand vous prenez le corridor Bénin, enfin, je sais pas, Abidjan, Lagos, vous avez le sentiment que le Bénin est un pays spécial, parce que c'est le seul pays en réalité qui offre un corridor, mais qui offre un passage véritablement sécurisé et fluide. Voilà. Donc, il y en a. On peut citer d'autres domaines dans lesquels la lutte est une véritable réalité. Sauf que, comme je vous le disais tantôt, le citoyen béninois est un peu difficile. Qu'est-ce que le commissariat pourra faire pour changer ce citoyen-là si, en réalité, il ne peut pas agir sur lui directement à l'école, si, en réalité, il ne peut pas discuter directement avec lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour le changer? Surtout ma foi, on a quand même des acteurs qui sont, je dois dire, l'exemple des jeunes qui les regardent et qui les copient au fil des années, au fil des générations. Effectivement, vous mettez là le doigt sur un aspect important de la lutte contre la corruption. Il faut des modèles dans la société. Et ces modèles-là, nous n'en avons pas beaucoup. Nous n'en avons pas beaucoup, malheureusement. Et le fonctionnement même de notre démocratie ne permet pas d'offrir ce modèle aux jeunes. Ça fait que on ne demande pas aux jeunes, on n'éduque pas par l'exemple. Et ça fausse tout le débat. Vous prenez n'importe quel enfant de 5 ans aujourd'hui, à qui vous demandez vous commandez n'importe quoi, quand il revient, il attend sa récompense. Parce que plus personne ne fait rien sans demander de l'argent. Gratuitement. Il n'y a plus rien de gratuit. Et même les choses les plus naturelles ne sont plus gratuites. Donc si déjà des enfants de ce niveau-là ne savent plus se passer d'argent, ni se comporter dans la société en privilégiant des valeurs au détriment de l'argent, bon, donc, on aura du mal à lutter contre la corruption.
le Haut Commissariat va avoir la possibilité de prendre des textes, de divulguer, de vulgariser les textes existants, de travailler à faire contrôler les services. Mais si les citoyens eux-mêmes ne décident pas de lutter contre la corruption, si les citoyens eux-mêmes ne sont pas les premiers acteurs de la lutte contre la corruption, on créera autant de commissariats qu'on voudra, mais on n'aura pas le résultat. C'est pour ça d'ailleurs que depuis toutes ces années, je vous ai rappelé, tous les présidents ont fait ce qu'ils pouvaient faire au moment où ils étaient au pouvoir pour que le mal puisse reculer un tout petit peu. Mais non, ça ne recule que quelques années et puis après, ça revient complètement. Vous voyez? Donc, c'est sur le citoyen qu'il faut travailler. De quelle façon faut-il travailler sur le citoyen? Je pense que ce sera le gros défi du Haut Commissariat qui vient d'être mis sur pied. Est-ce qu'il ne part pas déjà un peu handicapé? Beaucoup de personnes se posent des questions sur le profil et le passé, l'engagement de celui qu'on a nommé à ce poste-là. C'est vrai qu'en matière donc, de lutte contre la corruption et d'activisme dans la société civile, il est avocat peut-être, mais ce n'est pas le mieux sur la place, non? Mais je ne pense pas que Jacques Migan soit accusé de quoi que ce soit par le passé. Je ne pense pas qu'il traîne des casseroles. Je ne pense pas que sa réputation ait été entachée. Donc, non, c'est d'abord la réputation qui compte. Et ensuite, le cursus, le passage dans son milieu professionnel a quand même laissé des traces extrêmement positives. Donc, c'est un juriste de haut niveau. C'est une personnalité qui a une certaine probité morale, qui n'a pas été jusqu'à présent mise à mal. Donc, oui, il est très à l'aise dans la fonction, sauf que maintenant, il lui reste à montrer à quel point il est détaché par rapport à ses concitoyens qu'il connaît certainement parce qu'il les a pratiqués depuis longtemps. Aujourd'hui, Jacques Migan fait partie de ceux qui sont connectés à presque tous ceux qui dirigent le pays. Ils se connaissent tous. À quel point est-il suffisamment détaché aujourd'hui pour poursuivre qui il doit poursuivre sans état d'âme et de manière tout à fait partielle? Il y en a qui sont engagés dans le domaine de la lutte contre la corruption depuis des décennies, qui ont quand même une certaine expérience en la matière. On aurait pu peut-être faire recours à leur parcours, à leur expérience, non? Oui, on peut. Ici, je vous ai parlé du profil professionnel. Je pense que c'est ça qui a été déterminant. Ça va largement selon... Je crois que ça a été déterminant, le profil professionnel de Maître Jacques Migan, parce que, bon, on a vu Alcré à l'œuvre, on a vu le FONAC à l'œuvre, on a vu un certain nombre d'institutions, Social Watch et autres à l'œuvre. Mais ici, il s'agit d'un haut commissariat et il fallait effectivement trouver une personne qui ait l'envergure professionnelle, qui cadre avec la fonction. Allez, on va changer de sujet, on va parler... de l'ouverture annoncée des nouveaux marchés qui ont été construits. On va commencer déjà par ceux de Cotonou qui vont ouvrir prioritaire. Mais précisément celui de Bégamé, c'est un vieux marché qui a été totalement rénové. Et puis le rendez-vous est pris pour samedi. On dira enfin, parce que ça fait quand même quelques mois que ça a commencé à ronchonner. Et puis la galère dans laquelle les usagers faisaient les affaires ne permettent pas vraiment d'être à l'aise et de mener les activités. On dira enfin. Enfin. On dirait enfin, effectivement, parce que pour en arriver là, il a fallu quand même déloger beaucoup de personnes. Il a fallu faire des casses à l'intérieur de la ville pour que les personnes qui vendent sur les trottoirs puissent être dégagées et n'avaient plus d'autres points de chute. Et donc, oui, il y avait beaucoup de gens qui souffraient et on a mis beaucoup trop de temps, me semble-t-il, à construire et à inaugurer ces marchés-là. Mais au finish, c'est heureux que ça soit inauguré, mais on nous a dit qu'il y avait un problème de mobilier qui faisait que ça tardait parce que le président, bon, essaye de faire les choses aussi bien que possible, c'est tant mieux. Et moi, ce que j'observe plutôt, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'est plus tout à fait dans la situation d'hier où les infrastructures étaient construites et mises en service à l'insu de tout le monde. C'est-à-dire que sans fixer de date d'inauguration, ni sans faire de cérémonie, on avait l'impression que bon, les choses étaient construites et que le pays n'avait pas besoin de ces choses-là.
Aujourd'hui, quand on fixe une date d'avance, qu'on l'annonce d'avance. C'est quoi, le protocole vous dérange? Le protocole vous dérange? Il fallait quand même, parce que non seulement c'est très attendu, mais il y a beaucoup de polémiques autour, je dois dire, de ces marchés-là, surtout par rapport aux places. Et justement, en parlant de ces places, on a dû procéder à des tirages au sort devant huissier de justice en fonction de la liste de ceux qu'on avait répertoriés au départ et qui avaient des espaces à ce niveau. Oui, on n'avait pas besoin pour ça de fixer une date pour dire, bon, le marché ouvre à telle date. Ce faisant, on attire l'attention de tous. Parce que vous savez, les ministres viennent de faire une tournée au cours de laquelle ils ont été obligés de faire une liste exhaustive devant les citoyens de tout ce que le gouvernement a pu réaliser et qui leur a échappé parfois. Donc aujourd'hui, le gouvernement ne veut plus que quoi que ce soit échappe aux citoyens. Il prend les mesures pour que d'ores et déjà, à partir de maintenant, toute infrastructure ou toute structure qui est construite soit mise en service au vu et au su de tout le monde. C'est ce que j'observe. Il faut dire aussi qu'il y a quelques aspects sur lesquels les citoyens, en tout cas ceux qui veulent profiter de ces infrastructures, attirent l'attention. D'abord, un marché, ça se construit de façon, ça naît de façon spontanée, mais là on a l'impression qu'on l'a créé comme on créerait une école, avec des infrastructures qui ne sont pas forcément adaptées au contexte, c'est-à-dire des niveaux où il faut escalader, parcourir des escaliers, monter jusqu'au 2e étage, aller chercher des articles. Ce n'est pas forcément le contexte, en tout cas culturel, qui répond au marché de chez nous. Non, c'est vrai qu'au regard du contexte culturel, on pourrait trouver beaucoup à y redire, parce que même quand on allait à Dantokpa, il y avait des gens qui étaient à des niveaux supérieurs qui se plaignaient tout le temps parce que la clientèle était rare. Oui. On va faire des acrobaties quand même pour aller s'acheter. Nous sommes habitués à faire notre marché au rez-de-chaussée et puis bon, c'est ça. Non, mais on ne peut pas non plus continuer à être à ce niveau primaire. Il faut aussi avancer un tout petit peu. Il faut moderniser nos habitudes. Et ça, je crois que c'est ce que le président essaie de faire. Mais vous voyez, il y a d'autres qui partent même sur comment on va dire, l'aspect un peu spirituel. Oui. Au-delà du fait que les marchés naissent spontanément, il y a toujours une entité quelque part dans le marché qui gouverne, voilà, et qui préside aux destinées de ce marché. Alors, avec le nouveau marché, est-ce qu'il y en a? On n'en sait rien. Est-ce qu'on va laisser les anciennes entités à leur place, ou bien est-ce qu'on va les déménager pour les marchés? On n'en sait rien du tout. Mais il y en a qui pensent que quand on met à l'écart ces entités-là, il y a peut être très dangereux. Il y a peut-être lieu de craindre que le marché ne soit pas très fréquenté. Vous voyez, et quand on prend chacun des marchés que nous avons à l'intérieur du pays, il y en a toujours. Il y a toujours une entité à l'intérieur, même si on lui change de nom. Même si les Barrito est devenu Saint-Michel, même si... Ce que tu n'entends pas, c'est le marché dedans. Bon, voilà. Donc, si il y a ce conflit spirituel, peut-être que, bon, comme d'aucuns le pensent, le marché va donner un peu l'impression d'être un peu trop chic pour des gens qui, bon, sont habitués à travailler dans un environnement culturel qui ne retrouve pas forcément dans ce marché-là. Bon, mais comme je le dis, il faut moderniser, quoi qu'on dise, il faut moderniser nos marchés, il faut que nous soyons à la pointe. Parce que c'est le plus important, assainir nos marchés, parce que quand on va dans Dantokpa, c'est un lieu de référence, Dantokpa c'est quand même l'insalubrité totale. J'espère que ça ne va pas continuer après avec ces nouveaux marchés et qu'on veillera vraiment à enlever les ordures. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile parce que nous avons développer de mauvaises habitudes qui sont un peu comme devenues naturelles. On jette les feuilles où on veut, on jette n'importe quoi, n'importe où, on urine n'importe où, et parfois même on défèque n'importe où. Les hommes n'ont pas changé. Et lorsque vous mettez une structure de cette nature-là
à la disposition des hommes qui avaient des habitudes d'insalubrité notoire, ben, il y a un gros travail à faire. Peut-être que le contexte va les changer. Quand ça brille trop, on s'abstient un peu, non? On réfléchit avant de ça m'étonnerait que de manière spontanée, les gens soient amenés à respecter les convenances. Je pense qu'il faut mettre sur pied une police municipale très efficace, sinon nous risquons d'avoir des marchés. Là, on n'est plus dans un marché, on est dans un supermarché. Surtout qu'on apprend qu'il y a des produits aussi qui seront interdits de vente dans ces milieux-là, alors qu'à l'origine, c'était ces produits qu'on retrouvait fondamentalement dans ces lieux. Bon, je ne sais pas trop quel produit sera interdit ou pas, mais fondamentalement, quand vous rentrez dans un marché, vous devrez pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin. Bon, donc si on dit marché de Bégamin, il doit y avoir dans le marché de Bégamin tout ce que le citoyen de Bégamin a envie d'acheter. Donc, je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Bon, mais par contre, comme je le dis, c'est pas forcément parce qu'il y a les soldats de la propreté que nous allons dire que nous sommes dans un supermarché. Et, par exemple, les toilettes, aussi beaux que soient les toilettes, aussi belles que soient les toilettes, si les dispositions ne sont pas prises pour que à toute heure on puisse être en train de faire l'entretien, comme ça se fait dans certains supermarchés, comme dans certaines grandes surfaces, comme dans certains marchés que j'ai vus même dans des pays de la sous-région où des gens sont engagés pour être en permanence dans le nettoyage des toilettes. Si on ne fait pas ça, au regard du nombre de personnes qui vont fréquenter ce marché, bientôt il y a des endroits où on ne pourra plus entrer dedans. Il faudra créer alors carrément un système de contrôle et de suivi à part, totalement indépendant. Il faut une police municipale très active pour organiser la vie au sein de ces marchés-là. Le premier souci qui a envahi les esprits de ceux qui vendent dans ces milieux, quand on leur a annoncé que ces milieux seront rénovés, reconstruits, etc., c'est d'abord le coût d'accès, notamment aux hangars, aux places, etc. C'est vrai qu'actuellement on a procédé à un tirage au sort, mais le coût reste toujours la crainte, vu justement le standing, vu justement les matériaux utilisés, vu le temps engagé, etc. Oui. Et je suis sûr que ça va peser sur les bourses. Bien évidemment, parce que vous savez, tout ce qui est beau a un coût. Il ne faut pas se le cacher. Et ensuite, il faut quand même noter que l'État ne fait pas du commerce. Donc c'est peut-être pour amortir, on ne peut pas ne pas amortir les coûts. Donc on ne peut pas ne pas non plus trouver des fonds de fonctionnement. Il faut autonomiser les marchés. On ne peut pas continuer de mettre de l'argent dans l'entretien, dans l'embellissement du marché. Il faut que le marché puisse générer les fonds qui permettent de l'entretenir et de la garder dans un bon état. Donc c'est normal que l'on demande ce sacrifice-là aux marchands à l'intérieur, mais je pense qu'avec la beauté de la structure et l'environnement, nous trouverons le moyen de rentabiliser tout ça, parce que même si on vous demande des coûts un peu élevés pour occuper une place de prestige dans un marché de prestige, oui, si vos produits sont bons, il est évident que vous allez pouvoir entrer dans vos fonds. Mais si les bourses ne sont pas à la hauteur, si évidemment, évidemment, c'est dans tous les domaines, hein, si vous n'êtes pas en mesure, puisque là c'est une concurrence, et c'est vous qui vous battez pour avoir une place. Si vous avez une place, c'est que vous avez un produit qui vous permet de le rentabiliser. En tout cas, on verra bien avec le temps comment est-ce que cela va se manager, ces marchés-là, pour que cela reste à garder sa belle image de début telle qu'on l'a noté, avec cette transformation, faut-il dire, profonde, on va donc de la physionomie de ces différents marchés-là. Allez, on va finir avec notre dernier sujet, c'est celui concernant les deux anciens présidents que nous avons encore sous la main, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui se sont concertés récemment. Et pour la cellule de communication du parti Les Démocrates, que préside d'ailleurs l'ancien président Boni Yayi, les deux anciens chefs d'État ont parlé de la situation qui prévaut actuellement entre le Bénin et le Niger. On a l'impression qu'enfin, ils se décident en dehors peut-être de la dernière sortie de Nicéphore Soglo qui a évoqué le sujet de façon assez nerveuse dans le temps, que les anciens présidents n'en faisaient pas vraiment une priorité.
un souci? Non, ils en faisaient peut-être une priorité, mais pas dans le sens de se mettre en avant pour essayer de solutionner le problème, parce que je pense que dans l'entendement de l'un et de l'autre, le problème ne devait pas perdurer jusqu'à l'étape où on en est aujourd'hui. Donc c'est normal que, ayant vu comment les choses traînaient, ils se concertent pour savoir s'ils pouvaient apporter quelque part une aide quelconque dans la résolution de cette crise. Oui, mais peuvent-ils vraiment apporter quelque chose? On a vu Boni Yahi entre 2010-2011 aussi faire face à ce genre de situation avec le Niger. C'est vrai que c'était allé très vite, hein? Il s'est ravisé lui par contre, mais est-ce que véritablement les deux peuvent avoir aujourd'hui une solution, parce que la crise elle a atteint un niveau assez sérieux? Oui, il y a eu ce problème avec le Niger. Peut-être que Boni Yahi a conservé quelques bonnes relations par la suite, et ça peut être utile. Nessé Force-Oglo, un ancien président de la République, il peut également forcément avoir la possibilité de parler avec un certain nombre de personnes au Niger, ou en tout cas de servir d'intermédiaire pour essayer de régler cette crise. Ce qui me fait mettre un bémol dans tout ça, c'est que par le passé, l'un et l'autre avaient fait des sorties qui n'allaient pas du tout dans le sens de féliciter le chef de l'État ou de l'appuyer, et donc les mauvais points qu'il lui avait distribués peuvent être quelque part aujourd'hui un peu comme un frein à la collaboration. Est-ce que cela ne va pas être plutôt un avantage? Là, on aura en tout cas, puisque ce sont les Nigériens qui sont difficiles à ramener à la raison, dit-on, du côté de Cotonou. Est-ce que déjà leur sortie, qui avait d'une manière ou d'une autre condamné l'attitude de Cotonou, ne peut pas être un avantage vis-à-vis des Nigériens qui peuvent se dire, voici au moins des gens qui quand même ont eu le temps de dire la vérité à leur président? Oui, le fait est que leur jugement n'a pas changé. On ne les a pas encore entendus dire quelque part que ils approuvaient un peu l'attitude que le président de la République du Bénin a eue par rapport à telle ou telle situation. Donc, si c'est en abordant la question du point de vue de l'opposition politique qu'ils incarnent aujourd'hui, ça ne va pas le faire, parce que je ne suis pas sûr que le président Talon ait besoin de la médiation de personnes qui, sur le plan interne, n'approuvent pas ce qu'il fait. C'est quand même une situation qui mobilise, qui doit mobiliser toutes les énergies. À ce sujet, on ne devrait pas savoir qui est opposant, qui est mouvancier, qui a dit ci, qui a dit ça, qui n'a pas dit ceci, qui n'a pas dit cela. Si le président veut vraiment qu'on s'en sorte, en principe, il devrait mobiliser toutes les énergies pour dire comment trouvons une solution. Et s'il y a des spontanéités, s'il y a des volontés spontanées comme ça, on pourrait en tenir compte. Non? Je suis d'accord avec vous, mais c'est le médiateur qui se donne d'abord la prestance et la position d'un bon médiateur. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour être bon médiateur. Il faut déjà que par les actes qu'on pose, il faut que par les positions qu'on adopte, par les déclarations qu'on fait, on donne le sentiment à tous et aux deux parties qu'on est neutre et qu'on veut effectivement travailler à résorber la crise. Maintenant, si le président de la République n'est pas au courant des initiatives qui se prennent et que les gens veulent peut-être essayer d'aller sur le terrain avant de revenir lui dire nous avons tâté le terrain, voilà ce que nous proposons que tu fasses. J'en sais rien. Si c'est dans la discrétion, ça peut marcher, mais si chaque fois qu'on a des petits points ou chaque fois qu'on fait une petite démarche, on le fait savoir dans la presse, ça aussi c'est un véritable handicap. En tout cas, on verra ce que cette concertation pourra aider à avoir. On n'a plus de suite, il y a silence radio depuis cette entrevue. On espère bien que les choses bougent dans les coulisses, sauf que sur la place publique et pour ce qu'on a, des informations qu'on a, véritablement, les concertations ou cette entrevue n'a pas encore d'impact immédiat sur les bonnes relations entre les deux pays. Actuellement, la mésentente est à tel point que Cotonou garde 5 Nigériens qu'il présente à la justice pendant que le Niger bloque l'écoulement du pétrole vers ce Mekmoudi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers la porte du non-retour?
il n'y aura jamais de porte de non-retour entre le Bénin et le Niger. Ah ouais? Non, il y aura peut-être des moments où il y aura une tension telle que, bon, on peut craindre même le pire. Mais comme je vous le dis tous les jours ici sur ce plateau, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Donc il y a aujourd'hui des problèmes comment dire, d'humeur pratiquement entre les présidents qui ne veulent pas se parler parce que les uns considèrent que l'autre est en train de travailler à détruire leur position. Donc c'est normal. Tout ça c'est un peu normal. Oui, mais ça va finir par se tasser nécessairement parce que le Bénin ne peut absolument pas se passer complètement du Niger parce que les populations qui sont à la frontière du Niger sont pratiquement de la famille de ceux qui sont de l'autre côté du Bénin. Et donc c'est pour ça que même si aujourd'hui nous avons des personnes qui se proposent pour faire de la médiation et que ces médiations-là n'aboutissent pas du jour au lendemain, il y aura toujours d'autres personnes qui viendront, qui vont finir par rabibocher les deux pays parce que les intérêts que nous avons de part et d'autre nous forcent à avoir une communauté de destin. Est-ce qu'on ne fait pas la politique de l'autruche en disant ce sont les leaders seulement qui ont des problèmes entre eux, les peuples n'ont aucun problème entre eux, parce que chacun des leaders a derrière lui quand même des personnes qui le soutiennent, des structures qui le soutiennent. Ouais. Regardez un peu le comportement et l'attitude des deux presses, la presse nigérienne et la presse béninoise dans, je dois dire, cette crise-là, c'est l'emballement total, c'est carrément la prise de parti. Et ils font en sorte que de l'huile soit jetée sur le feu. Au quotidien. Ce que je déplore profondément, parce que on n'avait plus besoin de ça, étant donné que de part et d'autre, on sait un peu déjà à quoi s'en tenir. C'est pas en essayant de vilipender le président du pays voisin qu'on se met en position d'être dans ses droits. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut surtout que l'on se mette à l'esprit que si les frontières, enfin on va dire, pas dire les frontières, si la frontière entre le Bénin et le Niger est ouverte aujourd'hui, vous verrez la vie reprendre exactement là où on l'avait laissée au moment où elle était fermée. C'est la preuve que les peuples entre eux n'ont aucun problème. Vous ne verrez pas de la méfiance de la part des Nigériens, vous ne verrez aucune méfiance de la part des Béninois. Les citoyens sont prêts à continuer le brassage de tous les jours. Et je crois que c'est au niveau des cercles de décision qu'un problème se pose et bon, je pense qu'avec le temps ça va se régler, même si de chaque côté aujourd'hui on essaie de marquer son territoire en affirmant sa position. On va voir ce que la justice dira au sujet de ces 5 Nigériens qui ont été arrêtés. J'espère qu'on aura intérêt d'entendre ce sera pas comme ça entre le Mali et la Côte d'Ivoire où ça a coûté quand même de longs mois de discussions diplomatiques, d'engagement, de bras de fer, etc. Non, je pense que ça ne sera pas le cas parce que vous voyez du côté du Niger ça grogne, ça gronde, mais il y a la retenue quand même, il y a une certaine retenue quand même de la part des autorités et en dehors de ce que la presse peut être en train de ventiler, vous voyez, les autorités ont une certaine retenue et ne vont pas encore au-delà de ce qui serait acceptable. Et donc, bon, la balle est dans le camp aujourd'hui de la justice béninoise qui va peut-être rétablir les citoyens nigériens dans leurs droits ou dire à quel moment ou dans quelles conditions ils ont commis des actes répréhensibles. Et donc, nous attendons cela pour la suite, mais je suis convaincu que d'une manière ou d'une autre, on finira par trouver... Oui, on est sûr que ça va s'arrêter un jour, mais c'est deux choses qu'on ne sait pas. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter et quel sera le déclic. Et par qui peut-être, éventuellement, par qui viendrait le déclic. Parce qu'on a cherché dans l'environnement sous-régional, on n'a pas trouvé. Entre les deux pays, il n'y a pas d'émissaires spontanés. Sur le continent aussi, ça se tait. Les voies diplomatiques qu'on avait espérées avec le partenaire chinois qui est impliqué dans l'affaire entre les deux pays, c'est aussi difficile. On a l'impression que bon, les solutions ne sont pas apportées de tout de suite. Les Chinois ne vont pas sacrifier leur bonne
opération commerciale sur l'autel des divergences entre deux pays. Ils ne vont pas le sacrifier non plus sur l'autel du patriotisme affirmé d'une part et de la fermeté rigide de l'autre part. Ils trouveront, les Chinois, le moyen de faire parler les deux dirigeants. Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'il est dans l'intérêt des deux pays que le pipeline du Bénin, que le pipeline qui traverse le Bénin soit fonctionnel, et les Chinois qui savent mettre la pression qu'il faut, qui savent faire le lobbying qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent et qu'ils obtiennent toujours, trouveront le moyen de faire fonctionner ce pipeline bientôt. Ça, c'est clair. On verra en tout cas comment cela va évoluer avec le temps. C'est vrai que aujourd'hui, les Nigériens ont été présentés au procureur spécial de la Criette. On attend de voir ce qu'on pourra retenir de cette séance d'échange. Mais vous savez qu'en définitive, ce qui aujourd'hui continue de créer le blocage par rapport au transit du pétrole, c'est juste que le Bénin continue de demander au Niger d'avoir une position officielle dans la frontière. C'est tout. Oui. Une position officielle dans la participation à cette affaire. Oui. Et ça, c'est pas si compliqué que ça. Le Niger veut être rassuré, mais je pense que de l'autre côté, on avait aussi besoin d'une situation comme celle que le Niger vit avec le Bénin pour affirmer sa légitimité, pour continuer de montrer à quel point il était important qu'un pouvoir militaire soit installé et que, bon, les Nigériens considèrent ça comme une situation qui peut se pérenniser. Vous voyez, c'est un peu, moi j'ai l'impression que c'est un peu de la récupération que les dirigeants du Niger font, parce que sinon, si la thèse de la préparation d'une attaque contre le Niger continue aujourd'hui d'être avancée, ce serait de l'utopie, parce que tout le monde sait que quand on prépare une attaque, ce n'est pas sur des siècles, hein, c'est pas sur des mois, c'est sur des semaines. Peut-être que et si cette attaque devait avoir lieu, elle aurait déjà eu lieu. Peut-être que la voie évoquée a retardé peut-être l'opération. Enfin, je n'en sais rien. Hein. Moi, je fais des suppositions, je fais des explorations de pistes. Peut-être même que, bon, il n'a jamais été question d'attaque, etc. et qu'on soit dans les... Non, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, et c'est ce que disent les autorités nigériennes. Et moi, de mon point de vue, je pense que si on avait voulu former des terroristes, effectivement, pour venir à bout du pouvoir du Niger, ça ne devrait pas durer des mois et des mois. Hein? On aurait déjà vu l'opération entrer dans sa phase pratique et on aurait su, effectivement, que, bon, quelque chose s'était préparé contre le Niger. Mais là, il n'y a rien. Alors, donc, on a préparé les gens pour continuer de leur donner à manger, à ne rien faire. Non, je pense que c'est impossible. Et on ne peut pas dire que le fait que la seule frontière de Malanville soit fermée est une fermeture totale du pays Niger. C'est pas possible. S'il y a des terroristes qui ont envie d'entrer au Niger, il y a 1000 manières d'y entrer. Et donc, non, je pense que cette thèse devrait tomber déjà aujourd'hui et on devrait revoir les choses un peu de manière un peu plus souple, hein, pour que les affaires reprennent entre les deux pays, parce que les peuples béninois et nigériens en ont vraiment besoin. Adissé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.